Alexandra O demande quels peuvent être les bénéfices de l'hypnose concernant la douleur. L'hypnose peut-elle avoir un rôle sur la diminution de ma prise de traitement antidouleur? Peut-être Damien? Bah oui, c'est vrai là aussi qu'on a, alors côté scientifique, hein, on a des éléments maintenant pour comprendre ce qui se passe dans ce contrôle ou cette régulation de la douleur. C'est un petit peu la différence entre la perception et la sensation. Alors sans entrer dans un débat philosophique, hein, on a très bien au niveau du cerveau une première zone où toutes les sensations du corps arrivent dans votre cerveau, hein, donc ça c'est ce qu'on appelle la perception, c'est là qu'est le piège, hein, simplement votre cerveau perçoit tout ce que vous ressentez, donc si vous avez mal à votre genou, eh bien la perception arrive dans votre cerveau, douleur au genou, mais ensuite il y a un stade supérieur qui s'appelle la perception, c'est-à-dire que là vous allez investir effectivement cette douleur, vous allez vraiment vous concentrer dessus, et finalement quand on est au niveau de la perception et de la sensation, eh bien là, oui, je dirais que la douleur donne son plein effet. Mais ce qu'on a vu en IRM chez des patients sous hypnose, c'est que la sensation de douleur au genou, par exemple, va arriver, donc perception au niveau du cerveau, mais au niveau supérieur, ça ne va pas être intégré. Cette fois-ci, les zones ne sont pas activées, on n'est pas dans la sensation. Et c'est ce qui explique que même si on n'a pas supprimé la douleur, on ne peut pas toujours supprimer toutes les douleurs, même si on ne les a pas supprimées, on va tellement les atténuer que finalement votre cerveau va un peu les oublier. Et ce qui est quand même le bénéfice principal quand on a mal quelque part. En gros, on va se dire, j'ai mal, mais c'est pas grave. Ce qui est le piège, c'est quand on a mal, quand une douleur se transforme en souffrance psychologique. Je vais vous donner un petit exemple. On a tous cette capacité à gérer notre douleur. Moi, une fois, j'étais dans le RER, je me suis cogné très très violemment le genou en sortant. Il fallait que je sorte, j'avais pas le temps d'avoir mal, donc j'ai fait une sorte de petit marchandage inconscient avec moi-même. Tu vas pas avoir mal maintenant, tu sors, et après tu auras mal. Et bizarrement, je n'ai pas eu mal jusqu'à la sortie du RER et après là j'ai eu très mal. Donc on a des capacités de prise de distance par rapport à la douleur. L'hypnose permet d'y accéder, donc il y a des gens qui parfois ne ressentent plus du tout la douleur, mais en tout cas elle ne se transforme pas en souffrance. En gros, la douleur c'est quelque chose qui est localisé, qu'on met de côté, qui est supportable, qui ne nous embête pas. La souffrance c'est quand elle prend toute la place, et vous le savez parce que quand vous souffrez, le monde souffre avec vous, c'est-à-dire que vous vous sentez complètement seul et la souffrance se projette sur tout. C'est comme ça qu'on voit la différence entre douleur, aïe, et souffrance. C'est son entièreté qui souffre. Et puis je voudrais prendre un exemple, il y aura peut-être une question, mais tant pis, j'ai trop peur de l'oublier. Vous avez des pathologies comme la fibromyalgie par exemple, dans laquelle les gens ont des perceptions douloureuses, hein, diffuses parfois ou plus localisées. Et dans la fibromyalgie, on sait maintenant qu'il y a un seuil qui est modifié, c'est-à-dire ce fameux seuil à partir duquel vous percevez cette fois-ci et vous avez une sensation douloureuse. Eh bien, comme il est abaissé dans la fibromyalgie, vous ressentez toutes ces douleurs beaucoup plus tôt pour des seuils bien inférieurs à ceux d'autres personnes. Eh bien là aussi, l'hypnose peut être utile parce qu'elle peut remettre le seuil à son bon niveau, à son niveau normal et atténuer du coup les symptômes au quotidien, ce qui est très important effectivement puisque dans la fibromyalgie, le principal handicap, c'est la qualité de vie. Maï A demande l'hypnose peut-elle améliorer la douleur des dents? On a un peu déjà répondu à cette question, moi complètement répondu à cette question. Ouais. Est-ce que spécifiquement pour les dents, c'est différent? Oui, c'est très utile. C'est très utile pour deux choses. C'est utile pour ne pas avoir peur du dentiste. Ça fait partie des professions dont on a le plus peur. Donc l'hypnose, ça permet de tempérer cette peur. Moi, par exemple, j'ai fait une séance d'hypnose pour aider, une vidéo pour aider à aller voir les médecins et particulièrement les dentistes parce que ils font partie des gens mal aimés. Et puis, il y a de plus en plus de dentistes qui sont formés à l'hypnose parce que ça leur permet de diminuer la douleur, d'avoir un patient qui est décontracté. Et vous avez par exemple un truc qui s'appelle, je crois que ça s'appelle l'anesthésie en gants. C'est le dentiste met à son gant, met sa main dans de l'eau froide avec des glaçons et crée une sorte de suggestion hypnotique où le froid se répand et apporte à la fois détente et absence de douleur. Et c'est étonnamment efficace. Donc on va dire qu'un dentiste qui maîtrise l'hypnose, il va avoir du succès. Et je pense que ça fait partie de toute façon de l'hypnose des techniques qu'on devrait vraiment enseigner pour toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide parce que ça permet de se mettre à la place de son patient et de lui apporter immédiatement un réconfort. Je crois que Damien a une petite anecdote sur le sujet, une grosse anecdote.
avec cette patiente qui s'est Ah oui, tout à fracturée. fait. Voilà. Une jeune femme qui s'était fait une fracture cervicale en équitation, malheureusement. Alors, heureusement pour elle, la fracture était ce qu'on appelle stable, c'est-à-dire que la personne est tombée, avait très mal au cou, avait perçu un craquement, ce qui était déjà inquiétant. Alors, dans ces cas-là, on ne bouge plus la personne, on la laisse allongée par terre et on appelle effectivement le 15. Mais dans l'attente, eh bien, cette personne avait effectivement très très mal au cou. Et là, effectivement, avec une induction hypnotique et une mise en transe très rapide, hein, alors peut-être la situation de stress a favorisé, on va voir ce que Benjamin en pense, mais en tout cas, la mise en transe a été très rapide et ça a suffi pour la soulager de cette douleur qui était en train de se diffuser, de se répandre, d'envahir tout l'espace mental de la personne. La personne s'est calmée instantanément, rythme respiratoire normal, détente, et surtout, on a pu prolonger l'effet tout au long de la journée. On savait qu'après, il y aurait des examens probablement un petit peu désagréables, des manipulations. Et bien là aussi, en faisant ce que bien les hypnothérapeutes appellent des ancrages, hein, c'est-à-dire que on aide la personne, on lui dit voilà, à chaque fois que vous aurez besoin, vous appuyez sur votre doigt par exemple, et vous déclenchez comme ça cette chaleur diffuse, douce, qui va venir envelopper et protéger la zone douloureuse. Et bien ça lui a permis de passer cet épisode aussi bien qu'elle le pouvait, sans grand désagrément. Donc on voit que même en situation d'urgence, il est possible d'utiliser, pour lutter contre la douleur, ces techniques qui sont très rapides et très puissantes. Alors malheureusement pour l'instant c'est pas encore énormément utilisé dans les urgences, on en fait de plus en plus la publicité, on essaie de faire en sorte que ça se propage, mais c'est utilisé pour la gestion de la douleur, c'est utilisé pour aider lors des opérations, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, c'est utile aussi pour le sevrage. Donc ce qui est formidable c'est que l'hypnose après avoir été oubliée pendant des années est repassée par les grandes portes et les petites portes. Les grandes portes c'est les gens qui ont besoin de solutions rapides et qui apprécient l'hypnose pour ça. Et toutes les petites portes, c'est en fait tous les médecins qui se sont rendus compte que ça pouvait apporter quelque chose à leur pratique et qui finalement font vivre l'hypnose à nouveau dans des hôpitaux comme au 19e siècle avec le docteur Charcot. Et bien à nouveau l'hypnose est utile et vous voyez c'est un petit côté Indiana Jones dans l'histoire, c'est assez génial. Pas de médicaments, mais on peut quand même apporter un soulagement à quelqu'un qui a très très mal et qui a très très peur. C'est assez super. Bonjour à Gigi et Vivien qui nous ont rejoints sur le chat. On va d'abord répondre à Vivien, alors qui demande en fait comment devient-on hypnotiseur? Alors, hypnotiseur, c'est un terme qu'on utilisait plutôt pour l'hypnose de cabaret, l'hypnose de spectacle. Mesmer, c'est un hypnotiseur. C'est quelqu'un qui va vous regarder, qui va utiliser la profondeur de son regard, la profondeur de sa voix et qui va en quelque sorte vous subjuguer pour vous faire entrer en transe. Alors, il y a plein de ruses dans les spectacles de cabaret ou les spectacles d'hypnose. On en parlera peut-être tout à l'heure également si ça vous intéresse. Mais voilà, ça c'est des hypnotiseurs. Pour l'utilisation dans la thérapie, on parle plutôt d'hypnothérapeute. Et puis, parfois, on parle d'hypnotiste. Alors, ce qui est bien avec l'hypnose, c'est que c'est accessible à tous. Il y a des gens qui se forment à l'hypnose simplement parce que ça les intéresse. Ils ne vont pas l'utiliser, ils vont l'utiliser peut-être sur eux, ils vont peut-être l'utiliser pour aider leur compagne à s'endormir le soir, mais bon, simplement parce que ça les intéresse. Et ce sont des formations qui sont ouvertes. Il y a des formations qui sont plus spécialisées pour les psys, où le but est d'avoir une efficacité de changement psychothérapeutique. Et puis, il y a des formations plus spécialisées médicales. Et on les trouve très facilement, simplement, comme l'hypnose attire beaucoup de gens, comme les formations sont vraiment pas toutes de la même qualité, faites vraiment votre shopping, faites une étude concurrentielle, regardez ce qui a bonne presse, comparez, voyez si le programme est inscrit, s'il n'y a pas un petit côté ésotérique de temps en temps, vérifiez que c'est sérieux, que ça dure suffisamment longtemps, parce que voilà, pour bien faire de l'hypnose, bien commencer, 15 jours de formation, c'est pas mal, hein, c'est déjà bien. Si c'est 2 jours, bon, vous apprendrez quelques petites ficelles, mais c'est tout. Et puis, faites attention au prix. Enfin, voilà, c'est comme pour toute formation, il faut être sûr que vous soyez face à des gens sérieux et que les prix ne soient pas affligeants. Gigi nous raconte plutôt une expérience personnelle. J'ai fait une séance d'hypnose pour arrêter de fumer, 0 résultat. 2 heures après, je fumais à nouveau comme un pompier. Et après, bon, Gigi nous partage qu'en fait, entre-temps, il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire, j'ai arrêté car j'ai été très malade de bronchite et je me suis enfin décidée, donc on est ravis que vous ayez
j'ai vraiment réussi à arrêter. Et je relis ça un petit peu à une autre question qu'on a dans la liste de Tralala, qui dit bonjour, qui en tout cas partage aussi une expérience, qui est d'ailleurs assez atypique, je pense, qui dit bonjour, j'ai fait il y a quelques années 2 séances d'hypnose pour arrêter de fumer. Le résultat a été que j'ai arrêté de sucrer mon café. Effectivement, je ne pouvais pas boire de café sans au moins 2 sucres, et le lendemain matin d'hypnose, la personne a été immédiatement écœurée par ce sucre, et depuis, elle boit son café sans. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hypnothérapie, c'est pas du 100%. Souvent, on parle pour le sevrage tabagique de résultats aux alentours de 80%. Bon, mais c'est comme pour tous ces résultats, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que arrêter la cigarette, tout le monde arrive à arrêter la cigarette 5 fois, 6 fois, mais si vous la reprenez au bout d'un an, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce qui est intéressant quand on travaille sur un sevrage, sur des substances comme la nicotine, c'est de voir quels sont les bénéfices secondaires, c'est ce que ça apporte à la personne, pourquoi elle tient à la cigarette, est-ce que c'est parce qu'elle a l'impression de gérer son stress avec, est-ce que c'est un moment de pause, est-ce que c'est un moment agréable, et de répondre d'abord à ces questions et ensuite de faire l'hypnose pour avoir un succès qui soit durable. Ceci étant, il y a des études récemment qui ont montré que l'hypnose pratiquée régulièrement était plus efficace pour ne pas reprendre la cigarette que les substituts nicotiniques. Alors pour l'instant, il y a une étude, c'est assez récent, mais ça montre qu'on peut faire quelque chose qui, à mon sens, est très intéressant, c'est d'apprendre à gérer son stress, d'apprendre à gérer ses pensées pour ne pas craquer. Donc, quand moi, par exemple, je travaille avec un patient sur l'arrêt du tabac, on prend notre temps, on prend au moins 5 séances, on analyse pourquoi la personne fume, on répond à ses problèmes avec parfois de l'hypnose ou des exercices, et puis on arrête quand on est sûr, que la personne a vraiment envie d'arrêter, parce que si vous ne voulez pas arrêter, ni votre femme, ni votre mari, ni votre mère, ni votre médecin vous font arrêter, c'est impossible. Donc, il faut être sûr qu'on est d'accord pour le faire et qu'on en a envie. Et puis, il faut qu'il n'y ait pas une sorte de manque, parce qu'en gros, vous travaillez tout le temps, vous occupez de votre famille après, et la cigarette, c'est le seul moment où vous êtes tranquille et vous êtes bien, mais personne ne vous la retirera. Donc, si vous ne prenez pas des temps de pause, si vous ne vous occupez pas de vous avant, ça va être difficile d'arrêter la cigarette, sauf évidemment une bonne bronchite. Ça, effectivement, c'est un petit côté répulsif, façon bâton, hein. C'est vrai que ça peut marcher, mais je ne le conseille pas non plus comme technique. Bonjour aussi à Morgane, et qui demande « Est-ce judicieux d'utiliser l'hypnose tout de suite quand on sort de formation ?» Vous savez, tout le monde doit se former, donc vous ne serez jamais excellent dès le départ. C'est bien, on peut s'entraîner avec d'autres personnes de la formation, on peut s'entraîner avec ses proches, on peut faire les choses gratuitement au départ aussi pour se faire la main. Il n'y a pas de grand danger à pratiquer l'hypnose, il ne faut pas exagérer. Et puis une fois qu'on est vraiment sûr de sa pratique, on peut commencer tranquillement à pratiquer et à aider. Mais il y a toujours un moment où vous devez vous lancer. Et donc si vous attendez d'être parfaitement prêt pour le faire, vous ne le ferez jamais. Simplement essayez d'être à peu près armé et prenez votre temps. C'est-à-dire, si vous avez un patient qui est face à vous, qui a une bonne relation, que vous prenez le temps d'induire une transe hypnotique, même s'il faut un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est pas grave, et que vous faites tout ce qu'il faut en tenant compte de sa psychologie, de sa carte du monde, de sa manière de penser, vous allez y arriver. Il faut simplement se donner le temps, être modeste, et puis si on rate, c'est pas grave, on recommence, on prend un angle différent, et après on devient de moins en moins mauvais, et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui se forment à l'hypnose. Mais bon, voilà, on est toujours débutant à un moment ou à un autre. Vous l'avez déjà un tout petit peu anticipé avec certaines questions, mais là on a la vraie question, on a la question qui intéresse vraiment tout le monde, il faut croire. Quelle différence entre l'hypnose de théâtre et l'hypnose thérapeutique? Est-il possible dans le cadre de spectacles que des sujets entrent si vite en état hypnotique? Et c'est une question de Nadejda L. Alors, c'est une excellente question. Grâce à Mesmer, l'hypnose est devenue très très populaire, l'hypnose de spectacle. On le voit à la télé, on le voit, il draine des foules pas possibles. Ce que je trouve très amusant, c'est qu'il ait repris le nom de Mesmer. C'est étonnant, parce que Mesmer est quand même en quelque sorte le père de l'hypnose. Ça existait avant, mais c'est lui qui a commencé à le théoriser, même si c'est un peu n'importe quoi ce qu'il a écrit. Et comment ça marche l'hypnose de spectacle? Je vais complètement casser le mythe. Alors, si vous voulez pas qu'on vous spoile votre plaisir, n'écoutez pas ce que je vais dire. Bouchez-vous vos oreilles. Ensuite, quand Ophélie reprendra la parole, vous saurez que c'est la prochaine question et comme ça, je n'aurai rien gâché.
En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 200 personnes devant vous et vous faites un petit test de suggestibilité. C'est-à-dire, par exemple, vous dites aux personnes, vous avez vos 2 doigts qui sont comme ça et vous sentez comme une sorte de force, un aimant qui les rapproche de plus en plus, de plus en plus. Vos doigts se collent, vous ne pouvez plus les décoller et plus vous faites d'efforts pour les décoller, moins vous arrivez à les décoller. Et sur 200 personnes, vous allez trouver, comme disait Damien, 15%, donc a priori 30 personnes qui seront d'excellents clients. C'est-à-dire c'est des personnes à qui vous dites, vous fermez les yeux, vous entrez en transe, ils vont fermer les yeux. Vous fermez les yeux, vous entrez en transe, vous vous transformez en lapin, hop, ils le font. Mais ce qu'ils ne feront jamais, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas profondément envie de faire. Donc, c'est une sorte de mélange, c'est de la suggestion, il y a un petit peu d'hypnose, c'est fait sur des gens qui sont en gros, qui obéissent facilement et qui ensuite vont se soumettre à l'amusement du fascinateur, de l'hypnotiseur, peu importe le nom qu'on donne. Donc vous voyez, c'est très difficile parce que c'est à la frontière entre tout. Il y a un petit peu de poudre aux yeux façon prestidigitation, il y a beaucoup de suggestions, il y a une triche au départ en prenant que les gens qui sont super bons en hypnose, et puis ensuite il y a aussi la pression du public, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit vos yeux se ferment et que vous avez 400 personnes qui sont en train de vous regarder, oui, vous allez fermer les yeux, vous allez tomber comme ça sur vous-même et ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est de l'hypnose, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et puis surtout c'est un spectacle qui est fun, qui est drôle. Il ne faut simplement pas croire que le prestidigitateur est un pouvoir. Ce que font les hypnotiseurs, c'est la même chose qu'on faisait il y a un siècle ou deux, mais simplement il y a des flashs supplémentaires, il y a un talent d'acteur et il y a une belle performance. Donc moi je trouve ça chouette parce que ça permet de faire connaître l'hypnose. Ça m'embête un peu parce que ça donne de fausses idées sur le sujet. On se dit tiens, si je fais une séance hypnotique, il va me regarder, il va prendre une voix comme ça et puis tout ce qui s'est passé et d'un coup mon cerveau va être reprogrammé. Si seulement ça marchait comme ça marche bien, mais ça ne marche pas comme ça. Donc là, je pense que j'espère avoir répondu à la question. J'espère ne pas avoir cassé le moral de Mesmer s'il nous écoute, il y a peu de chance quand même. J'espère ne pas avoir diminué son nombre de ventes à ses spectacles. Et j'espère ne pas vous avoir gâché le plaisir non plus. Mais bon, à la limite, de toute façon, c'est chouette. Moi, je vous avouerai, moi j'aime bien, je suis client, je regarde, j'adore. Mais c'est pas mon boulot, je fais pas la même chose. Et donc on nous demande, l'hypnose peut-elle aider dans le cadre d'une perte de poids? C'est une question qu'on a aussi pareil dans la liste, on va la poser tout de suite du coup. C'est une question qui intrigue beaucoup, est-ce qu'on peut perdre du poids avec l'hypnose? Alors, j'ai pas forcément une top crédibilité sur le sujet parce que comme vous l'avez remarqué, j'ai quelques kilos en trop. En revanche, ça marche bien. Ça marche bien parce que ça permet, en gros, très souvent, on mange parce qu'on est stressé, on compense et c'est pour ça qu'on prend du poids. Donc, comme l'hypnose apprend à être calme, on mange facilement moins. Ça peut être aussi très efficace pour les crises de boulimie, par exemple. C'est très impressionnant, la boulimie. Mais si vous demandez à une personne qui est boulimique, et si elle l'accepte, c'est pas toujours le cas, mais si elle l'accepte, de faire une séance d'hypnose avant de faire sa crise, en général, la crise ne vient pas, ou en tout cas, elle est bien modérée. Donc, pour les gens qui font de la boulimie, qui sont hyperphagiques, ou simplement ceux qui mangent un petit peu trop, ça marche bien. Mais c'est comme toujours, il faut se demander pourquoi on mange trop. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous apporte? La bouffe. Quand on mange trop, c'est pas de la nourriture, c'est de la bouffe. La bouffe, ça fait quoi? La bouffe, ça calme. La bouffe, ça fait du bien. La bouffe, si c'est du chocolat, ça vous donne l'impression d'être aimé. La bouffe, c'est le premier remède universel quand on se sent mal. Donc, c'est pas étonnant que ça crée de telles dépendances. Et si l'hypnose marche, c'est quand elle répond aux besoins qui sont cachés derrière le comportement et non pas quand elle dit simplement vous n'aimez plus le sucre, c'est fini, vous ne mangerez plus jamais de chocolat. Ça ne tient pas, ça ne marche pas. Donc oui, ça marche. Il faut simplement bien travailler, c'est tout, et s'en donner les moyens. J'ajoute tout de même que c'est vrai que là, on a affaire à un thérapeute. Attention, ne mélangeons pas tout. Hein, si vous avez affaire à un thérapeute qui utilise l'hypnose, vous allez ajouter la puissance de l'hypnose. Pour certains aspects, effectivement, de votre addiction, ça peut être très utile.
mais ça ne remplace pas le travail thérapeutique qui peut être fait. Donc, ne pas tout confondre. Quand on a affaire à un thérapeute qui utilise l'hypnose, c'est effectivement beaucoup plus puissant. Maintenant, si vous avez affaire à un hypno, alors teaser ou autre, mais qui n'a pas de formation en thérapie, là, effectivement, les résultats seront probablement moins bons. Oui, et puis il faut vraiment pas hésiter à s'entourer. On peut avoir besoin d'un médecin nutritionniste, on peut avoir besoin de thérapie de groupe. On sait que par exemple, ça marche bien la thérapie de groupe pour la boulimie, pour pas mal de dépendances de toute façon. C'est un vrai soutien. Les alcooliques anonymes, ça marche. Alors il y a un groupe qui s'appelle, je crois, les boulimiques ou les anorexiques anonymes. Enfin, pour les troubles de la conduite alimentaire, ça existe aussi. Donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un outil qui est efficace, mais il faut avoir toute l'aide disponible et puis se donner vraiment tous les moyens. Une question de Laurence S. Est-il possible de vaincre l'alcoolisme avec des séances d'hypnose? C'est compliqué. C'est très compliqué et moi, c'est comme pour la douleur. Je trouve que ça devrait être des approches combinées. C'est-à-dire les centres antidouleurs, c'est bien parce que vous avez des médecins qui vont pouvoir donner des médicaments, parce que vous avez des gens avec qui vous allez pouvoir faire de l'art-thérapie, de la sophrologie, de la méditation, de l'hypnose. Vous allez avoir plein de professionnels qui vont vous aider et qui vont permettre d'avoir une réussite. L'alcool, c'est quand même une sacrée dépendance. On sait par exemple que les groupes, je citais tout à l'heure les alcooliques anonymes, on sait que ça marche bien. L'hypnose, c'est certainement pas aussi sûr qu'une thérapie de groupe. Donc il faut bien répartir les choses. Si vous buvez parce que vous vous sentez mal, vous pouvez traiter ça, je souscris totalement à ce que disait Damien, vous pouvez traiter ça avec un hypnothérapeute ou avec un psy. Maintenant, il faudra certainement avoir un soutien de groupe parce que si vous acceptez pas que vous êtes dépendant, parce que si vous n'avez pas vraiment la volonté, parce que si vous n'êtes pas secouru 24/24 par un parrain, eh bien vous risquez de retomber. Et il faut certainement en parler à un alcoologue, à un médecin qui pourra aussi éventuellement vous donner des médicaments, vous aider. Voilà, des approches combinées, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Et pour l'alcool, non, moi je ne conseillerais pas que l'hypnose. Et puis j'ajoute que les approches combinées, et en plus vous pouvez essayer différentes personnes, parce que parfois certains vont nous dire non, j'ai vu un nutritionniste, ça m'a rien fait. Non, ça n'a pas été peut-être avec le ou la nutritionniste que vous avez vu, mais peut-être qu'une autre ou un autre aura une approche qui vous conviendra. C'est la même chose de toute façon pour un coach sportif, c'est la même chose pour un hypnothérapeute. Trouvez aussi les personnes qui vous conviennent, et quand vous avez cet ensemble autour de vous, les proches, effectivement, les amis, les gens qui vous aident, il y en a qui vous aident pas, mais il y en a qui vous aident. Quand vous allez trouver ce bon environnement, n'allez pas condamner ou bénir une technique, c'est vraiment vous qui aurez créé cet environnement favorable. Donc, quelle que soit votre addiction, trouvez les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui vous conviennent. Ouais. Faites votre shopping, comparez. Exactement. Et ne vous fiez qu'aux résultats. Il n'y a que ça qui compte. Quand on va voir un professionnel, on attend un résultat. Si on n'a pas de résultat, eh ben, il faut changer, tout simplement. Et Benjamin l'a dit tout à l'heure, le résultat, c'est pas le résultat immédiat. On est dans une société où on veut tout de suite, que ce soit un régime, c'est pas immédiat. Le résultat, on le juge à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Vous avez le temps, hein. On n'est pas obligé de perdre tous ces kilos en 1 mois ou en 3 semaines. C'est le syndrome du régime, ça. C'est le yo-yo, sinon vous le reprenez, vous reprenez 3 kilos ensuite et ça sert strictement à rien. C'est-à-dire que si vous apprenez pas à avoir un rapport alimentaire différent, c'est-à-dire une façon d'envisager la nourriture qui est différente, où vous avez par exemple la satiété, l'impression d'être repu, où vous apprenez à aimer ce qui est bon pour vous, bon, voilà, vous perdez des kilos pour l'été, c'est très bien, et vous les reprendrez l'hiver, et puis avec quelques kilos de plus, et puis vous allez recommencer. 2 fois en fois, vous allez vous désespérer. Non, il ne faut pas recommencer les mêmes choses, et il faut travailler dans le fond et avec des personnes qui sont compétentes, et il faut les tester. Et puis en plus, il faut avoir le feeling. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un d'hyper compétent, mais vous ne le sentez pas, et le travail ne se fait pas bien, simplement parce que ce que les psychanalystes appellent le transfert ne se fait pas. En gros, vous le trouvez pas sympa, vous lui faites pas confiance, vous le sentez pas, vous croyez pas qu'il soit capable de vous aider, et puis voilà, ça casse tout. Alors, entourez-vous bien, simplement. Existe-t-il une explication scientifique à l'hypnose et plus particulièrement l'état hypnotique?
Damien, peut-être. Alors, oui, il y a des explications scientifiques à l'hypnose. Maintenant, en imagerie cérébrale, on voit très bien ce qui se passe dans le cerveau. On voit très bien que la conscience de ce qui se passe autour diminue, c'est le cortex préfrontal. Et on voit qu'à l'inverse, eh bien, la conscience de soi-même, les perceptions et les sensations du corps, notamment, hein, votre rythme cardiaque, votre respiration, vont être beaucoup mieux perçues. Et donc, on a un mécanisme de dissociation également qui est visible, hein, des zones du cerveau là aussi qui vont s'activer, des connexions plutôt qui vont s'inverser. Et donc on sait très bien maintenant, hein, pour ne citer que lui, le professeur Spiegel à l'Université de Californie a montré ça en 2016 dans une belle étude sur plus d'une cinquantaine d'étudiants. Et bien en IRM fonctionnel, il se passe énormément de choses dans votre cerveau quand vous êtes hypnotisé. C'est même cette validation qui montre, qui explique finalement ce que les praticiens nous disaient, hein. Les gens se sentent dissociés, les gens ont conscience d'eux-mêmes mais en même temps une certaine distance. Bref, tous ces phénomènes qui étaient observés, même maintenant, on a fait le rapprochement avec ce qui se passe dans le cerveau. Donc il y a vraiment un fondement scientifique à l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est pas une théorie, c'est un fait. Et même si vous êtes cartésien, cynique ou comme un saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez, bah, l'hypnose, non, c'est pas une invention, ça existe, ça marche. On savait déjà que ça donnait des résultats. Et maintenant, on observe que c'est un état différent, donc c'est un état modifié de conscience. C'est quelque chose de particulier. Et bah voilà, c'est pas inventé, quoi. Et il y a même une étude que je trouve assez amusante et intéressante qui a été faite sur la perception, vous savez, des couleurs, par exemple, hein. On peut modifier votre perception des couleurs. Alors certes, on peut le faire à vue spectacle, hein. Vous empêchez de vous faire voir tout en gris, par exemple, ou supprimer la couleur rouge ou des choses comme ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, des universitaires ont étudié ça avec l'électroencéphalogramme. Vous savez, on met des capteurs sur votre tête pour regarder ce qui se passe dans votre cerveau. Et selon ce que l'on disait à la personne hypnotisée, par exemple, vous ne voyez plus de couleurs, vous voyez tout en gris, ou à l'inverse, vous voyez des couleurs alors que les images qu'on montrait étaient noires et blanches, eh bien, on voyait dans le cerveau les zones des couleurs qui s'activaient alors qu'elles n'auraient pas dû s'activer, et inversement, on voyait au contraire des zones grises alors que ça aurait dû être des zones en couleur. Bref, on arrive maintenant à objectiver ça, et ce qui est amusant, c'est que après 200 millisecondes, le cerveau avait perçu parfaitement si c'était du noir et blanc, du gris ou des couleurs. Mais ensuite, selon qu'on était hypnotisé ou pas, jusqu'à 400 millisecondes, ben là, ça commençait à ralentir, à se modifier. Donc on voit bien encore une fois que l'information était arrivée correctement au cerveau par vos yeux, vos oreilles, votre nez, peu importe, mais que ensuite votre cerveau avait décidé de la traiter différemment parce que vous étiez en état d'hypnose. Et ça, eh bien, c'est objectif, c'est un électroencéphalogramme. La question du lecteur in situ, c'est assez personnel. Du coup, il dit « Bonsoir, je suis impuissant. Est-ce que l'hypnose permet de retrouver un moral en béton, une relation qui dure et une confiance solide ?» Peut-être Damien. Alors, l'hypnose dans les troubles sexuels, c'est exactement la même chose que dans les addictions ou d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'on va d'abord évaluer globalement la personne, hein, pour déterminer d'où vient le problème. En l'occurrence, là, c'est l'impuissance, un trouble de l'érection, mais ça pourrait être autre chose. On va d'abord déterminer effectivement globalement l'individu, l'évaluer, et ensuite, parfois, effectivement, l'hypnose peut apporter quelque chose sur des points précis. Par exemple, là, typiquement sur l'anxiété, parfois, on a des troubles de l'érection qui sont dus à une anxiété de performance. Vous savez qu'on est dans une société où il faut être performant, et beaucoup d'hommes placent leur performance dans leur érection et leur virilité. Eh bien, alors on peut le désamorcer de façon psychothérapeutique plus classique, mais on peut aussi, sous hypnose, faire des inductions, des images qui vont aider, qui vont favoriser le mécanisme érectile, simplement en désamorçant l'idée que ça va se produire. Parce que c'est un petit peu le syndrome de l'échec, ça s'est produit une fois par exemple, ça arrive aussi aux ados par exemple, hein, ça s'est produit une fois, et bien l'angoisse de la fois suivante fait que on a un frein puissant sur le mécanisme de l'érection qui demande au contraire, comme toute la sexualité en général, d'être plutôt détendu pour que le corps puisse s'exprimer. Donc, parfois, ça peut apporter quelque chose, mais j'aurais tendance à dire que, encore une fois, il faut une approche globale, soit plusieurs personnes, chacun va travailler sur un plan différent, soit une personne qui a multiples compétences pour le faire, mais effectivement, ça peut être un apport intéressant. Parce que souvent, le meilleur sexothérapeute, c'est le partenaire. C'est-à-dire si vous êtes bien avec quelqu'un, si vous êtes en confiance, vous êtes moins stressé,
vous prenez plus de temps, c'est l'intérêt des préliminaires, vous donnez plus de douceur, vous occupez un peu de l'autre au lieu de vous focaliser sur la pénétration et sur l'érection. Et puis, une fois que vous avez oublié de penser à votre érection, eh bien, elle revient toute seule. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une dissociation aussi, c'est-à-dire que la personne qui a une panne peut avoir, en fait, perdre les sensations au niveau de son pénis, et l'hypnose peut servir à, par exemple, essayer de retrouver ces sensations, mais en général, dès qu'on enlève le stress, les sensations reviennent, dès que la communication dans le couple marche, ça va mieux, dès qu'on prend son temps, ça va mieux. Et puis quand on a des dysfonctions érectiles, c'est important de consulter son médecin parce que ça peut cacher plein d'autres problèmes. Hein. Et j'ajoute quelque chose qui montre bien la puissance que le cerveau peut avoir sur le corps, même si le corps a aussi un effet sur le cerveau, on le sait bien maintenant. Eh bien, on a l'un des traitements dans les troubles de l'érection qui s'appelle les injections intracaverneuses, c'est-à-dire qu'on fait carrément des piqûres dans le pénis avec une aiguille courte, je vous rassure, des piqûres dans le pénis pour provoquer l'érection. Et même si vous êtes en train de lire Le Figaro, eh bien, vous aurez une érection si on fait une injection intracaverneuse. Eh bien, par contre, on s'est aperçu que chez certaines personnes qui avaient justement des troubles sexuels, des angoisses ou des angoisses de performance, eh bien, même si on avait fait l'injection intracaverneuse, on n'arrivait pas à provoquer l'érection, alors que quand on faisait un enregistrement nocturne, au moment où le cerveau, cette fois-ci, est dans un état modifié, différent de l'hypnose, mais un état de conscience modifié, eh bien là, il y avait parfaitement des érections tout à fait normales. Donc on voit que le frein du cerveau peut être suffisamment puissant pour empêcher un mécanisme physiologique de se produire. Donc ça aussi, c'est une des pistes intéressantes qui explique sans doute que l'hypnose puisse marcher, enfin puisse apporter quelque chose, en tout cas, dans des troubles qui paraissent physiques. On voit que l'esprit humain est très, très puissant. Il peut faire à la fois des miracles, comme créer des sortes de malédictions. Au Moyen-Âge, on appelait ça nouer l'aiguillette. C'était jeter un sort sur les gens pour qu'ils n'aient plus de vie amoureuse. Si vous croyez au sort qui vous a été jeté, si ça crée de l'angoisse, si vous commencez à vous poser des questions, évidemment, votre aiguillette peut être nouée. Et finalement, c'est pas la magie, hein, c'est l'esprit qui a un effet sur le corps indéniable. L'hypnose, évidemment, on travaille exactement dans l'autre sens. On travaille à réinstaurer la confiance, on travaille à ne plus penser. Et puis, on travaille aussi à retrouver quelque chose qui est très important dans une vie amoureuse, c'est la spontanéité.